Bonjour et bienvenue sur ITW, le média info pour l'émission Vote ta France. L'émission où on parle de politique citoyenne. Aujourd'hui, nous sommes sur le canton de Laxou-Villers-Nancy qui compte un peu plus de 28 850 habitants. Et avec la liste conduite par Madame Valérie Bozerlec, bonjour. Bonjour. Et son binôme, Monsieur Pierre Baumann. Bonjour. Bonjour. Donc la particularité aujourd'hui, c'est que Madame Bozerlec, vous êtes l'actuelle présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et vous êtes candidate sur le canton en binôme avec Monsieur Pierre Baumann. Bienvenue dans l'émission Vote ta France. Merci, effectivement, nous sommes candidats, Pierre et moi, sur ce très beau canton des communes de Laxou et Villers-lès-Nancy. Et nous sommes très fiers de pouvoir effectivement nous représenter à nouveau pour 2021, après 6 ans de mandat que nous avons exercé d'une façon extrêmement investie sur l'ensemble des communes de Laxou et Villers. Alors avec vous, on va parler d'égalité, des solidarités, du logement, de l'alimentation, on va parler aussi des seniors, en fait toutes les compétences que regroupe actuellement le conseil départemental. Tout à fait, et je crois que c'est important de souligner que le conseil départemental a des compétences régaliennes. Il s'agit des solidarités humaines et territoriales et elles ont été confortées depuis 2015. Il y a des compétences facultatives que le département de Meurthe-et-Moselle porte très haut et fort. Je pense notamment à tout ce qui touche le soutien à l'emploi local, ce qui touche aussi l'agriculture, l'économie sociale et solidaire. On pourra revenir sur certaines autres compétences. Puis il y a des compétences qui ne sont absolument pas du département. Je pense à la sécurité, ou alors, à moins de l'entendre, sous la sécurité des parcours de vie de chacune et chacun d'entre nous. Mais en tout cas, la vidéoprotection, les piscines, etc., c'est absolument pas de la compétence du département. Je crois que c'est important de le souligner. Je crois que les Meurthe-et-Mosellans ont le droit de savoir pourquoi ils votent concrètement. Alors justement, les départementales, les compétences, vous l'avez dit, il y a des compétences qui ne sont pas les vôtres, mais que vous aimeriez bien acquérir, peut-être, c'est l'emploi et la formation, puisque ça touche peut-être le département. Non, alors non, parce que moi je suis très respectueuse du champ de compétences de chacun. C'est une méthode de travail qu'il faut développer, et il faut développer des coordinations, des complémentarités. Moi je ne demande pas à avoir la compétence emploi-formation, c'est la compétence du conseil régional. Par contre, nous avons développé des espaces de travail ensemble pour pouvoir justement apporter les bonnes réponses au bon endroit. Étant donné que nous sommes compétents sur l'insertion, il est tout à fait logique que nous travaillions avec le Conseil de la région Grand Est, justement pour développer des formations adaptées pour pouvoir permettre le mieux possible un retour à l'emploi. Alors c'est vrai qu'on associe beaucoup le RSA aux compétences du département, la réinsertion, l'accompagnement, et c'est là où s'arrêtent justement vos compétences, c'est l'accès à la formation. Alors oui et non, parce qu'en fait, nous accompagnons aussi dans l'accès à la formation. Par contre, nous ne sommes pas donneurs d'ordre et organisateurs de la formation professionnelle. Mais nous savons travailler en collaboration étroite avec l'ensemble de nos partenaires, y compris dans le champ de l'insertion. L'accompagnement, il est souvent réalisé par des associations prestataires avec lesquelles nous travaillons. Nous fixons le cap et ça se passe très bien. Alors aujourd'hui, la solidarité, elle est beaucoup plus présente dans les départements. Il y a eu l'effet des gilets jaunes, il y a eu l'effet de la pandémie de la Covid-19. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés privés de leur travail, qui se sont retrouvés du jour au lendemain privés de leur emploi. La plupart aussi sont aussi des artisans, des entrepreneurs, des professions libérales qui ne cotisent pas au chômage et qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien et qui se retrouvent de ce fait au RSA. Oui. Alors c'est vrai que la crise sanitaire, pour l'instant, nous ne mesurons pas encore pleinement ses effets sociaux et économiques. Certes, comme vous l'avez dit d'ailleurs très justement, nous avons une augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA. Pour autant, ce n'est pas encore l'augmentation qui est attendue. Mais ce que nous enseignent les deux crises, parce que vous avez parlé aussi de la crise des gilets jaunes, ce que nous enseignent ces deux crises au niveau des attentes de nos concitoyens, c'est très clairement un besoin de services publics. Je crois que nos concitoyens ont redécouvert le service public de la santé, le service public de l'éducation, c'est important, mais ils ont surtout besoin de sécurité des parcours et de protection. Et c'est vrai que le département, il est en première ligne à ce niveau. Comme vous l'avez dit, donc plus personne n'est à l'abri aujourd'hui. Plus personne n'est à l'abri et je crois que c'est ça qui est important de comprendre. On n'est jamais à l'abri d'un parcours de vie, on n'est jamais à l'abri aussi d'un parcours de santé qui fait que l'on s'éloigne de son travail ou qui fait que l'on se retrouve en situation de handicap. Le département, de la naissance jusqu'à la fin de vie, il est présent. Il accompagne les Meurthe-et-Mosellanes et les Meurthe-et-Mosellans tout au long de leur vie. Et c'est vrai qu'il développe des politiques de la protection de l'enfance, la protection maternelle infantile, mais aussi donc les prestations complémentaires
super handicap, les prestations au niveau de des personnes âgées, et puis tout ce qui touche évidemment le domaine de l'éducation avec la construction des collèges et notre beau plan collège nouvelle génération. Alors oui, on est là effectivement au quotidien auprès de nos concitoyens, et puis il y a les routes départementales, les infrastructures routières bien évidemment. Qui coûtent très cher au département. C'est un plan d'investissement de près de 200 millions d'euros sur l'ensemble du mandat, mais nous pouvons nous enorgueillir qu'à ce jour, en 6 ans de mandat, pas un seul accident routier n'est dû à une chaussée défectueuse. Ça, on peut en être effectivement très fier. C'est important, là aussi, on parle de sécurité, mais on parle de la sécurité routière. Alors vous l'avez dit, donc c'est de la naissance jusqu'à la fin de vie. Donc la solidarité, ça commence par la petite enfance. Quelles sont les compétences en matière de protection de la petite enfance ? Eh bien, écoutez, nous avons déjà la protection maternelle infantile. Les femmes de ce département le savent. Quand elles sont enceintes, elles vont rechercher un livret pour être suivies. Elles vont chercher leur livret dans les maisons des solidarités qui sont donc proposées par le département. Et puis ensuite, c'est aussi quand il y a quelques petits accidents familiaux, quand ça ne se passe pas très bien, eh bien, l'État nous confie aussi des enfants en termes de suivi et d'accompagnement, mais sans aller jusqu'à cet extrême qui nécessite éventuellement un placement ou un suivi éducatif. Nous travaillons aussi en étroite collaboration pour accompagner au mieux les premiers pas des enfants. Donc nous travaillons en étroite collaboration au niveau des crèches, au niveau de toutes les structures d'accueil petite enfance, mais aussi nous avons de très très beaux projets dans le département avec le milieu associatif, avec le milieu de l'éducation nationale pour lutter contre les retards psychomoteurs, les retards dans l'acquisition du langage. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Et les champs sont très larges. Les champs sont effectivement très larges, c'est pour ça que pour l'instant nous ne demandons pas de compétences supplémentaires. Alors pour la jeunesse, globalement, j'ai entendu parler du pass jeunesse 54. Du pass jeune 54, effectivement. Je ne sais pas, Pierre, tu veux peut-être dire quelque chose ? Sur le pass jeune 54, c'est vrai que là, le département accompagne la jeunesse vers plus de loisirs, plus de culture, plus d'éducation, et en faisant travailler tous nos partenaires associatifs. Alors le pass jeune, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu d'argent que l'on donne aux jeunes. C'est combien environ ? Alors ça peut... Je t'en prie, Valérie. Alors, je crois que ça va jusqu'à 100 euros, suivant bien sûr le quotient familial, 100 euros, donc qui sont versés à l'association culturelle, sportive du département, mais qui ont signé une convention avec nous, bien sûr, et qui permet aux jeunes de venir compléter une adhésion à une activité pour laquelle sa famille n'a peut-être pas trop les moyens pour l'inscrire. Voilà. Et ce sont 6000 jeunes en Meurthe-et-Moselle qui sont concernés par le Pass Jeune 54. Donc c'est un vrai succès. Là aussi, c'est un travail en partenariat, comme l'a dit Pierre, avec tout le milieu associatif, culturel et sportif, les fédérations d'éducation populaire, mais c'est aussi un travail de partenariat avec la Caisse d'allocation familiale. C'est la marque de fabrique de notre département. Nous travaillons vraiment en étroite collaboration avec... qu'ils soient dans le champ associatif, institutionnel, économique, et vraiment c'est comme cela qu'on arrive à avancer et à trouver les bonnes réponses. Donc il y a le loisir, l'éducation populaire, il y a l'enseignement, justement vous l'avez abordé avec le plan collège nouvelle génération. Donc moi j'ai connu les anciens collèges du département, puisque j'étais à Malzéville au collège Paul Verlaine, donc c'était un collège qui était totalement délabré. J'ai connu le collège Jean Lamour également, qui a été réhabilité, qui a été reconstruit d'ailleurs. Là, vous citez 2 beaux exemples de réhabilitation, puisque ce sont 2 collèges qui ont été fortement réhabilités et pour Jean Lamour, totalement reconstruits. Nous avons un plan collège nouvelle génération de 335 millions d'euros. Nous avons sur ce mandat construit, rénové ou restructuré vraiment fortement 14 collèges. 17 opérations sont en cours actuellement, dont le collège Artem qui sera le premier collège en France à énergie positive. Alors, les esprits chagrins, je dirais, décrient ce plan collège nouvelle génération en disant que c'est un plan qui n'avance pas assez vite, que c'est un plan qui coûte trop cher. Moi, je dirais que nous avons toujours eu à cœur aussi de coller aux nouveaux besoins et aux nouvelles attentes des équipes éducatives et pédagogiques, parce qu'il faut que ces collèges, ils vivent plusieurs années, et puis aussi, nous collons aussi aux enjeux de transition énergétique. Donc nous avons été de plus en plus performants dans le choix des matériaux, dans la conception bâtimentaire,
pour pouvoir répondre justement à ces enjeux de transition écologique et énergétique. Et ces équipements aussi favorisent l'envie d'apprendre, l'envie d'aller à l'école. Bien sûr, c'est fondamental de pouvoir travailler dans un cadre qui soit accueillant, qui soit effectivement qui plaise aux équipes. Et à chaque fois d'ailleurs que nous travaillons dans la construction ou la restructuration d'un établissement scolaire, nous travaillons avec les équipes. Et ça, c'est fondamental. Donc là, vous prévoyez donc plus de 30 collèges dans le département qui vont être soit rénovés, reconstruits ou construits. Oui, tout à fait. Nous avons 66 collèges dans ce département et donc il faut qu'à terme, l'ensemble des établissements aient une restructuration ou une reconstruction quand c'est nécessaire. Et si je puis me permettre, Valérie, sur notre canton, ça s'est décliné fortement. Puisque le collège Schepfer à Villiers-les-Nancy a été reconstruit, alors peut-être pas complètement à 100%, mais a fait l'objet d'une restructuration profonde et magnifique, bien sûr avec les élèves, les parents d'élèves, mais le personnel enseignant qui montre aujourd'hui toute sa satisfaction. Ce fut le cas aussi du collège Victor Prouvé, qui a été rénové avec toute une adaptation, l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, que ce soit des élèves ou des professeurs d'ailleurs. Et sur le plateau avec un collège La Fontaine qui va faire place à un collège du plateau avec une entente entre toutes les communes concernées et avec un outil indispensable qui viendra se loger et qui sera très beau et qui viendra se loger à côté en complément du lycée Georges de la Tour. Alors c'est vrai qu'on parle là du plateau, donc il y a l'Axe-Champ-le-Bœuf. Bien sûr. Il y a les habitations. Est-ce qu'il y a aussi des plans de rénovation pour répondre justement peut-être à la demande de certaines réhabilitations? Alors, tout ce qui touche la politique de la ville, bien évidemment, le département y est partie prenante à travers ses politiques publiques et notamment ses politiques de solidarité. Et puis, notamment sur le plateau, il y a la cité éducative, auquel le département participe bien évidemment. Et puis, pour ce qui concerne la politique de la ville versus restructuration bâtimentaire, restructuration urbaine, donc là, nous n'avons qu'un quartier qui est concerné, c'est le quartier Lac-sous-Provence. Et là encore, et puis Champ-le-Bœuf, mais on a mis effectivement de l'argent en investissement sur Lac-sous-Provence. Nous accompagnons en investissement Lac-sous-Provence. Oui, je voudrais souligner qu'effectivement, lors de ce mandat, ce ne fut pas le cas lors de l'ANRU1. Nous avons débloqué 6 millions d'euros pour soutenir les projets, ce qui va se concrétiser sur le quartier des Provinces par une aide pour le pôle petite enfance qui va se créer à hauteur de 527 000 euros, plus d'1,5 million d'euros, et pour la restructuration aussi du stade du centre sportif du gymnase à hauteur équivalent de 527 000 euros. Donc là, on voit vraiment que le département est aux côtés des communes, de toutes les communes, des communes rurales, mais aussi des communes urbaines. Donc la qualité de vie, elle est très importante. Oui, la qualité de vie, elle est très importante et c'est aussi la raison pour laquelle le département est le bon échelon territorial. Il est suffisamment à distance pour avoir une appréciation globale de son périmètre et veiller à un développement équitable des territoires. Et il est suffisamment à proximité pour être à portée des besoins et des attentes de nos concitoyens et pouvoir y répondre pleinement. Moi, je peux vous assurer que si j'avais pu passer mes études de collège, en tout cas, ma scolarité dans un lycée, un collège tout neuf, je pense que j'aurais beaucoup apprécié justement d'aller en cours que d'avoir eu le pauvre lycée. Mais bien sûr, c'est une évidence. Ah, oui. Mais à l'époque, vous avez été scolarisé, les établissements scolaires étaient ils étaient délabrés, mais c'était une propriété de l'État qui a été justement déléguée ensuite au département pour les collèges, les lycées pour les régions. Donc ça ne peut que encourager justement les jeunes à mieux étudier. Oui, ce cadre est vraiment fondamental. Il faut qu'il soit moderne et accueillant parce que c'est comme cela aussi qu'on lutte contre les inégalités sociales au niveau de l'éducation. Et donc, il faut vraiment promouvoir des espaces de très haute qualité et pour les personnels qui y travaillent et pour les élèves qui y sont accueillis. La qualité de vie, c'est aussi l'alimentation. Tout à fait. Vous entendez une perche là sur l'alimentation. Alors là, nous sommes sur un marché. Il y a de très très sympathiques producteurs et commerçants. Effectivement, l'alimentation. Alors là, vous allez nous dire, mais c'est pas tout à fait les compétences du département. C'est ce dont je parlais précédemment. Nous avons des compétences facultatives sur lesquelles nous investissons beaucoup, notamment dans le champ de l'agriculture. Nous avons une charte agricole avec 11 associations du monde agricole, dont la Chambre d'agriculture, qui participe
participe pleinement à la mise en œuvre de cette charte. Et l'objectif de cette charte, c'est vraiment de promouvoir la production locale, la transformation des produits et la distribution locale, et donc tout ce qui est promotion des circuits courts d'alimentation. Alors, nous soutenons à travers cette convention, nous soutenons aussi à travers la promotion au niveau de nos établissements scolaires d'une alimentation qui s'approvisionne en circuit court et en circuit bio. Et donc, nous mettons finalement la main au portefeuille pour promouvoir ce type de circuit court de production et d'alimentation. Pourquoi ? Ce sont des emplois non délocalisables. Ça contribue aussi au développement de nos territoires. Et donc, c'est important. Alors justement, est-ce qu'il a fallu attendre qu'il y ait une pandémie pour développer les circuits courts? Est-ce que c'était déjà quelque chose qui se faisait bien avant? Oh là là, au niveau du département de Meurthe-et-Moselle, ça fait plus de 20 ans que nous sommes engagés effectivement sur cette promotion des productions et transformations locales. Nous avons ça chevillé au corps, je dirais, et nous avons toujours été très proches du monde agricole parce que nous avons toujours eu à cœur de promouvoir les productions locales et donc de promouvoir les produits du terroir parce que ça contribue à l'attractivité de la Meurthe-et-Moselle. Et à ce niveau-là, je fais une petite parenthèse. Nous allons créer une agence d'attractivité. Elle est en cours de création. Elle sera officialisée tout début 2022. Et ça, c'est effectivement important. Les produits du terroir, ils participent à l'attractivité d'un département. Et ça permet aussi aux enfants, aux collégiens de redécouvrir... Complètement. Et ça participe aussi d'un programme beaucoup plus large pour une alimentation saine et équilibrée. Alors là aussi, nous n'avons pas attendu la loi Egalim pour pouvoir mettre en place la lutte contre le gaspillage, une alimentation équilibrée, promouvoir effectivement une alimentation aussi beaucoup plus saine et plus bio. Et donc, nous avons été précurseurs en la matière. Et je sais que les départements voisins regardent cela de près. Les agriculteurs des départements voisins regardent cela de très près parce qu'ils ont envie qu'il y ait le même type de promotion de ces circuits courts de transformation au niveau de leur propre département. Je voudrais... S'il te plaît, chère Valérie, faire un petit focus sur lorsque l'Europe a été en retard dans son versement de subventions aux agriculteurs bio. Ah oui, voilà, les agriculteurs les aides sécheresses, les agriculteurs se sont naturellement retournés vers le département pour crier au secours. Et là, avec l'État, le département a servi de pourvoyeur de fonds pour avancer ces subventions qui auraient pu entraîner des faillites catastrophiques, non seulement en termes d'emploi, mais en termes d'éléments structurants pour notre territoire, pour l'approvisionnement en produits bio. C'est avec effectivement l'autorisation de l'État, puisque au niveau financier, c'est nous qui avons avancé les fonds. Alors vous l'avez dit, donc la priorité, c'est les territoires. C'est tout ça en fait, tout ce qui fait cette synergie. Donc un gamin qui naît sur le territoire, qui va à l'école, qui va au collège, au lycée, et qui reste aussi sur le territoire, tous ces gens-là font vivre en fait tout le monde. Bien sûr. Tout le monde participe à la vie en collectivité. Tout à fait. Je voulais rajouter quelque chose aussi par rapport à notre jeunesse. Vous m'y faites penser parce que vous parlez effectivement de jeunesse et territoire. Nous avons aussi, et c'est le seul département de la région Grand Est, nous sommes le seul à avoir gardé la gratuité des transports scolaires. Les transports scolaires, c'est une compétence que nous avons transféré au niveau de la région Grand Est. Pour autant, dans ce transfert, nous avions négocié la gratuité, donc nous payons cette gratuité du transport scolaire pour l'ensemble des Meurthe-et-Mosellans, de la maternelle jusqu'au lycée inclus. Pourquoi ? Parce que nous considérons là aussi qu'il y a besoin de justice et qu'il y a besoin d'équité dans le transport vers le lieu de formation du jeune enfant. Alors ce qu'on n'a pas dit justement, c'est que votre liste, c'est une liste d'union. Ah, que oui, et nous en sommes pas peu fiers. Nous sommes effectivement la liste unique en France, inédite en Meurthe-et-Moselle, c'est la première fois dans son histoire. Une liste qui est composée de 8 organisations et mouvements politiques, mais aussi de citoyennes et de citoyens non encartés, tout simplement engagés à nos côtés. Et c'est vrai que je suis très fière en tant que présidente de pouvoir porter le leadership de cette union. Du nord au sud du département, vous avez un projet départemental. Parce qu'un projet départemental, ce n'est pas une addition de projets communaux.
parce que sinon il y a rupture d'équité. Et on n'est pas là pour faire, on va dire, son marché. On n'est pas là pour dire, oh ben on va vous donner plein d'argent pour faire ça ou ça. Il faut rester dans notre champ de compétences et il faut rester dans une gestion rigoureuse. Ce que je peux dire aussi, c'est que ce département a aussi une très bonne réputation sur le plan financier. Nous sommes en capacité aujourd'hui de pouvoir continuer nos investissements. Pourquoi ? Et la Chambre régionale des comptes ne s'est pas trompée, parce que nous avons eu cette gestion rigoureuse qui permet aujourd'hui de pouvoir investir pour demain. Et ça, c'est vraiment important pour les Meurthe-et-Mosellanes et les Meurthe-et-Mosellans. Le budget, il est de combien ? C'est un budget de près de 900 millions d'euros. Je n'irai pas dans le détail, c'est 890, en tout cas le budget prévisionnel 2021. Donc un budget de près de 900 millions d'euros. Et nous avons effectivement un budget qui investit sur les routes, qui investit sur le plan collège nouvelle génération, qui investit aussi à travers ses marchés publics, bien évidemment, mais qui soutient aussi en investissement les projets portés par les communes et les intercommunalités. Nous avons, en réponse justement à l'ambition de la relance économique, nous avons développé un fonds de relance départemental de 4 millions d'euros. Vous avez signé il y a quelques que nous avons abondé il y a quelques temps, mais nous l'avions initié déjà il y a un an. D'accord. Et alors justement, quand on est candidate sur un canton et quand on est aussi présidente du conseil départemental, est-ce qu'il peut y avoir un peu de jalousie du fait que vous êtes présidente et que vous êtes aussi conseiller départemental sur un canton ? Est-ce qu'il y a pas de la rivalité, mais est-ce qu'on va vous dire que vous allez privilégier un canton par rapport à un autre ? Non, je crois que celles et ceux qui me connaissent et qui travaillent avec moi savent que j'ai ce souci de l'équité au niveau des territoires. Je vais vous donner simplement une réponse par rapport à cela. J'étais vice-présidente déléguée à l'aménagement initialement, avant d'être présidente. J'ai eu en responsabilité la construction, l'élaboration d'une nouvelle politique d'appui aux dynamiques territoriales qui s'appelait les contrats territoires solidaires. Et tout de suite, j'ai dit, il faut donner plus d'argent là où il y a plus de besoins, c'est-à-dire là où les territoires sont en difficulté. Le territoire, aujourd'hui, qui a eu le plus de soutien en investissement, c'est le territoire du Lunévillois. Nous n'avions aucun conseiller départemental de gauche dans ce territoire. Voilà, ça s'appelle faire politique autrement. Moi, je ne fais pas de fausses promesses. Je ne vais pas dire, je vais vous donner de l'argent à toutes et à tous. Non, nous avons ce souci d'un développement équilibré des territoires et le département a le souci aussi d'être en soutien permanent sur l'ensemble de ces dynamiques territoriales. Je voudrais compléter Valérie. C'est vrai qu'on a un territoire départemental qui est un peu disparate et qui est issu de l'histoire du département. On est en train de fêter les 150 ans du département aujourd'hui. Et ce que l'histoire nous apprend, c'est que effectivement, on a un territoire qui est vers les frontières au nord, les frontières avec d'autres pays, voilà le PIO. Et puis on a une partie du territoire aussi qui est rurale, et une partie qui est très urbaine, tout autour de Nancy. Et que avec tout ça, il faut qu'on montre l'unité du territoire et que chaque Meurthe-et-Mosellan, où qu'il soit, ils aient accès exactement à tous les services départementaux, aux mêmes services, voilà, quel qu'il soit RSA, que ce soit une personne en situation de handicap, une personne âgée ou un jeune. Et là, on s'applique chaque jour, à ce que ça soit le cas. Et alors, je suis président du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, et avec cet organisme qui est un peu satellitaire du département, nous sommes auprès de chaque maire de chaque commune. D'ailleurs, depuis que je suis président du CAIE, jamais on a eu autant d'adhérents, de maires adhérents, de communes adhérentes ou d'intercommunalités. On a presque toutes les intercommunalités qui sont adhérentes et environ, sur nos 591 communes, on a environ 410 communes adhérentes. Ce qui prouve que les communes reconnaissent cet attachement et cette compétence au département et à ces organismes satellitaire pour l'aider dans l'aménagement de son territoire, le développement de son territoire. Et on ne veut pas que les territoires soient en concurrence les uns avec les autres. On ne fait qu'un. Le département de Meurthe-et-Moselle est un et unique. Un pour tous et tous pour un, si je peux me permettre, c'est la devise des coopérateurs de Lorraine, des mousquetaires, mais ça pourrait être aussi notre adage. Au-delà de tout ça, on a parlé budget tout à l'heure, je voudrais souligner
malheureusement, que ce soit pour les fameuses allocations d'État dont nous parlons toujours, le RSA, la PCH, nous attendons toujours les compléments budgétaires de l'État. Et c'est un petit caillou dans la chaussure. Et comme le disait Michel Dinet, moi, que l'État reprenne ses compétences, moi, je pourrais faire un département 4 fleurs. Comme il disait, il était issu du pays rural. Et c'est vrai qu'avec toutes ces contraintes budgétaires, je pense que nous faisons bonne chère avec peu d'argent. Et j'entends à droite, à gauche, au nord du département, à droite, disant on va réformer la fiscalité du département, mais on vote plus de taux. Hein. Je vous signale que maintenant, on a eu une stabilité de la fiscalité sur tout le mandat, mais maintenant on vote plus les taux, puisqu'on n'a plus cette possibilité de voter les taux. On est sur quelques taxes d'aménagement, des MTO, sur une taxe d'électricité ou des choses comme ça, mais c'est tout. Oui, parce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, il y a des taxes qui sont récupérées sur les factures d'électricité, ce qu'on appelle les taxes de transport, enfin d'exploitation. Mais pas que par le département d'ailleurs. Voilà, oui, tout à fait. Il y a là. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le département, on va dire ses ressources dynamiques, c'est-à-dire issues de la fiscalité, c'est 2,1% de son budget. Ce n'est quasiment plus rien. Ce n'est quasiment plus rien. Et c'est vrai que, comme le soulignait Pierre, nous nous battons encore pour recentraliser effectivement le financement des allocations individuelles de solidarité. Le reste à charge pour un département comme le nôtre, c'est plus de 100 millions d'euros. Avec 100 millions d'euros, on fait beaucoup de choses pour soutenir justement le développement des territoires. Justement, avec la disparition de la taxe d'habitation, comment vous faites alors ? Alors c'était la taxe foncière. La taxe foncière, pardon. Voilà, qui a été restituée au niveau du bloc communal. Nous récupérons avec un pourcentage sur la TVA. Donc nous allons voir dans les années à venir ce qu'il en est. Mais c'est vrai que c'est une perte de ressources dynamiques. Yes. Et un risque important, parce que la TVA, c'est un peu un reflet, un parallèle, voilà, de l'activité économique. Tout le monde est impacté en plus. Et voilà, là, on va fortement être impacté. Alors on n'a pas assez de recul pour l'instant pour mesurer un peu quel va être cet impact. Mais je suis relativement inquiet sur l'effet que ça peut avoir. D'où l'importance d'avoir des finances saines, équilibrées, et de bonne gestion, un bon père de famille. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que vous voulez aborder particulièrement ? Écoutez, je crois qu'on va rester sur les problématiques de jeunesse et les enseignements de la crise sanitaire. Moi, j'aimerais revenir très brièvement sur le revenu de base. Nous faisons partie, la Meurthe-et-Moselle, avec 17 autres départements, d'un groupe de départements qui a porté la proposition d'une expérimentation de la mise en place du revenu de base. Le revenu de base, c'est un revenu qui dépend des ressources, ouvert dès 18 ans, automatique, c'est-à-dire que nous luttons contre le non-recours aux droits, parce qu'aujourd'hui, au niveau du RSA, c'est 30% de personnes qui ne recourent pas à leurs droits. Ça représente quand même une économie pour l'État de 3 milliards d'euros. Je crois que c'est important de le souligner. Et donc, il me semble que le gouvernement a fait une faute grave, une faute politique grave, parce qu'en décembre 2018, il a refusé que nous puissions expérimenter ce revenu de base. Si nous l'avions expérimenté, nous aurions pu nous baser sur les enseignements de cette expérimentation pour mettre en place ce que le gouvernement souhaite mettre en place, à savoir le revenu universel d'activité, qui est reporté aux calendes grecques puisqu'on n'en entend plus parler, alors que la situation, voilà, tout à fait. Mais de toute façon, il ne le mettra pas en place d'ici 1 an, ça c'est clair. Et donc, j'estime vraiment, au regard de ce que nous observons là, maintenant, pour notre jeunesse entre les 18-25 ans, que c'est une faute politique et c'est un véritable gâchis. Cela aurait pu permettre à des jeunes qui sortent des dispositifs comme la garantie jeune ou un jeune un emploi, qui ne peuvent pas y prétendre pour diverses raisons, de pouvoir au moins avoir ce filet de sécurité. Alors oui, je suis quand même un peu en colère de ce gâchis. Alors justement, par rapport au fait que ce revenu de base serait accessible dès l'âge de 18 ans, est-ce que ça concerne tous les jeunes de 18 ans, même ceux qui sont au sein de leur foyer propre, ou c'est... Non, en fait, c'est sous condition de ressources. Bien sûr. Donc, à partir du moment où c'est sous condition de ressources, des jeunes ne toucheront pas le revenu de base. Mais il faut quand même se mettre, et c'est Boris Vallaud qui le dit très fort, enfin, et très justement, pénalement, les jeunes sont responsables à partir de 16 ans. On leur donne le droit de vote à 18 ans. Et puis, au niveau de l'émancipation économique, il faudrait qu'ils attendent 25 ans. Je crois qu'il est temps que notre pays revoie un petit peu les choses et remettre à plat, vraiment, comment il considère sa jeunesse.
Et la crise sanitaire à ce niveau-là a été très révélatrice et très riche d'enseignements. Eh bien, très bien. En tout cas, oui, peut-être... Non, alors c'est vrai que le champ des compétences du département est fort vaste. Et en quelques minutes, on ne peut pas faire le tour, mais bien sûr. On n'a pas abordé, ou peut aborder l'habitat en Meurthe-et-Moselle. On l'a un peu abordé, mais rapidement. Parce que l'habitat croise l'aménagement du territoire, mais il croise aussi l'adaptation du logement aux situations de handicap, aux situations de vieillissement. Et là, je crois que depuis 6 ans, le département s'y investit complètement, mais alors complètement à 100%, en étant véritablement un laboratoire d'idées sur ces champs, en travaillant avec des partenaires. Le premier partenaire d'ailleurs qui me vient à l'esprit, c'est voilà, les partenaires sociaux, les bailleurs sociaux, mais aussi l'école d'architecture, l'école nationale d'architecture avec le CAUE aussi. Avec le CAUE, tout à fait, avec le programme Domus Lab, avec l'école d'architecture, avec les jeunes architectes qui planchent sur les habitats de demain, les nouvelles façons d'habiter. Et comment faire évaluer nos habitats, tout à fait. Bref, je disais un total laboratoire d'idées, mais aussi avec le souci permanent d'apporter le même service à tout le territoire, et je pense particulièrement à l'agence départementale d'information sur le logement que je préside et qui a fait l'objet d'un profond remaniement et surtout l'objet d'une interdépartementalité, parce que là aussi en Meurthe-et-Moselle, avec nos partenaires, anciens partenaires de la région Lorraine, nous travaillons main dans la main. Et là, je crois qu'avec le président du département de Meuse, on a fait un excellent travail en créant cette agence qui apporte l'information sur les types d'habitat, sur l'ensemble des territoires, sur la rénovation de son habitat, sur les aides qu'on peut avoir, sur les problèmes de voisinage. Enfin bref, tout ce qui touche l'habitat, le département, le quotidien s'y est fortement investi. Et je pense que là-dessus, on a encore beaucoup de choses à inventer, beaucoup de choses à trouver. Et puis, il faut que, tu en as parlé tout à l'heure, il faut que ce territoire soit attractif. Oui, j'allais le dire justement, on n'a pas abordé la question du tourisme. Sur l'attractivité. Alors, je te laisse. Si, quand je dis effectivement que nous allons, qu'une agence d'attractivité est en cours de création, elle intègre totalement la dimension touristique. Et d'ailleurs, nous ne partons pas d'une page blanche au niveau du département, puisqu'avec son organisme Meurthe-et-Moselle Tourisme, nous avons travaillé là aussi à construire de meilleures coordinations entre les offices de tourisme du département. Et donc là, nous avons quand même bien avancé et maintenant Meurthe-et-Moselle Tourisme est totalement intégré dans la démarche de cette agence d'attractivité. Donc c'est un point effectivement positif. Tout à fait Valérie, et je crois que c'est tout le département, qui y travaille, c'est tout le département qui s'organise. Et moi je suis très fier aussi au sein du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement d'avoir décroché des fonds dernièrement auprès du ministère des Armées pour une mise en valeur du territoire sur le patrimoine militaire depuis 1870, qui va nous permettre de mettre en place des outils numériques pour partager ce pôle touristique et de l'étendre aussi à tout le travail que font les associations, les petits territoires, les petits musées, le musée de la Baïonnette. On a un tas de musées en Meurthe-et-Moselle qui a un charme fou et qui montre que tous les Meurthe-et-Mosellans sont attachés à leur territoire. Et là, avec tous ces outils que nous sommes en train de construire, nous allons leur permettre de les mettre en valeur, encore plus en valeur, pour permettre une attractivité renouvelée, accentuée, que nous appelons de tous nos vœux. Et puis, des territoires qui sont équipés, je pense à la fibre optique, des territoires où il y a des infrastructures correctes, des territoires où il y a une offre de services de proximité. Ce sont des territoires attractifs et c'est favorable pour l'implantation de nos entreprises, de nos artisans, de nos commerces. Au niveau de la fibre. Et donc, voilà, nous avons un rôle important à jouer à ce niveau-là. Ce qui permet justement de développer les territoires. La fibre y contribue fortement. Voilà. En tout cas, merci. Je vous remercie beaucoup de merci nous avoir accordé votre temps. Et puis, je crois que nous pouvons conclure. Nous avons des fans là sur le marché. Nous pouvons conclure sur le fait de dire aux Meurthe-et-Mosellanes et aux Meurthe-et-Mosellans, venez voter pour un projet audacieux et solidaire. Ne vous trompez pas. Continuons ensemble
nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble. Donc on rappelle que les très bientôt, le 20 voilà, et le 27 le 20 juin. 27. Et comme vous l'avez dit, il n'est pas plus dangereux de pousser un caddie. Tout à fait. Il n'est pas dangereux de mettre un bulletin dans l'urne. En tout cas, pas plus dangereux que de pousser un caddie, bien évidemment. Voilà. Donc, retrouvons-nous le 20 juin. Ne vous trompez pas d'élection. Nous parlons bien des départementales. Et il y a des enjeux très importants. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.